Ton plus gros succès que tu as pu connaître? Pour moi, mon plus gros succès, c'est d'avoir... Premier projet, c'était une marque de bracelets. En réalisant que je ne connaissais rien, que j'étais mauvais et que ça avait fait couler ma boîte. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'ai commencé ce projet à 19 ans. J'ai réussi à faire des ventes. Ces ventes n'ont jamais permis de rembourser mes investissements. Finalement, j'ai cramé l'argent que je gagnais parce que je ne savais pas où la dépenser et je réinvestissais pas bien cet argent. Donc, mauvaise gestion, découverte du business, forcément, on fait des erreurs. La plupart des gens, ils vont dans l'entrepreneuriat en se disant, en étant entrepreneur, j'aurai la liberté, j'aurai l'argent, j'aurai le succès. Et bah, c'est pas vrai. La réalité, c'est quand t'es entrepreneur, t'es pas libre. Quand t'as un projet et que t'es focus dessus, c'est bien parce que dans ton viseur, dans ton énergie, dans ton direction, il n'y a que ça. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Grandir par l'entrepreneuriat. Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, c'est moi qui reçois Jérôme. Un plaisir d'être là. Merci d'être là. Donc aujourd'hui, nous allons te poser un peu plus de questions pour en savoir un peu plus sur toi. Parce que c'est vrai que jusqu'alors, on a échangé sur différents sujets. Mais finalement, je pense que ça intéresse plusieurs personnes d'en savoir plus sur toi, sur ton parcours, sur ce que tu as fait, sur où tu en es aujourd'hui, ce sur quoi tu travailles encore et ce à quoi tu aspires pour la suite. Donc est-ce que tu peux commencer d'abord brièvement par te présenter, s'il te plaît? Alors bon, présenter, ça peut être très long. Donc, les grandes lignes. Je vais dire qui je suis à l'heure d'aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, donc déjà, je m'appelle Jérôme, j'ai 29 ans, j'arrive sur mes 30 ans, avec une petite surprise, je l'espère, pour mes 30 ans. Petit clin d'œil. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs entreprises, dans le digital majoritairement, et un business physique qui est ce studio, du coup, pour tout ce qui est hors digital. Bien que, forcément, toi tu le sais, et vous l'aurez très bien compris, qui dit studio dit aussi contenu digital. Donc en fait, finalement, c'est une activité qui est liée au digital, mais qui est un business physique à gérer, en tout cas ici. Donc, majorité de mes business qui sont en ligne, que ce soit du e-commerce, que ce soit de la communication et du marketing, que ce soit du trading, que ce soit donc du coup les robots de trading, que ce soit donc lié à tout ça de l'investissement finalement. Ouais, globalement c'est ça, ou même de l'accompagnement, du coaching, ici et là lorsqu'il y a besoin. Bref, je me rends disponible avec les compétences que j'ai en fonction des profils que je connais et des besoins qu'il peut y avoir. Et puis j'y réponds de la manière que je peux. Et si je ne peux pas, je sais dire non aussi et réduire mes implications ici et là. Et qu'est-ce qui t'a amené vers le milieu du digital? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine-là? Bonne question. En fait, ça s'est fait de manière successive. C'est-à-dire que comment j'ai découvert l'entrepreneuriat, je me suis dit, enfin l'entrepreneuriat et le fait de travailler pour soi, entre guillemets, je me suis dit, ok, il faut que je lance un projet qui soit à moi. Premier projet, c'était une marque de bracelets, mais forcément, une marque de bracelets, il faut que tu trouves un moyen de la vendre. Soit c'est en physique, donc là, je n'étais pas trop mauvais, parce qu'en fait, j'avais très vite réalisé que malgré ma timidité passée, j'étais finalement quelqu'un qui était bon dans les relations humaines. Et donc ça s'est transformé en un projet avec des bracelets que je vendais avec des messages inspirants dessus, donc très liés à mes valeurs aujourd'hui que je porte toujours. Et j'étais bon à les vendre physiquement, mais alors les vendre sur un site internet, j'étais extrêmement mauvais. Donc ça a été un peu le premier projet qui a fait que je me suis dit, non pas que j'ai envie de faire du digital, mais j'ai besoin de faire du digital. Sinon, je vais être obligé de vendre un par un mes bracelets. Et dans 1000 ans, on y est encore, quoi. Et donc, j'ai commencé comme ça, en réalisant que je ne connaissais rien, que j'étais mauvais et que ça avait fait couler notamment ma boîte, puisque j'ai jamais réussi à continuer ce projet-là. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 19 ans. J'ai commencé ce projet à 19 ans, 20 ans. Je l'ai suivi. Ça a dû durer 1 an et demi, quasi 2 ans, à essayer de le pousser, voire peut-être un peu plus, parce que même quand ça marchait plus, je continuais à le pousser. Marchait plus. Parce qu'en réalité, est-ce que ça a réellement marché? Ça, c'est subjectif. Mais en tout cas, j'ai réussi à faire des ventes. Ces ventes n'ont jamais permis de rembourser mes investissements. Et finalement, j'ai cramé l'argent que je gagnais parce que je ne savais pas où la dépenser et je ne réinvestissais pas bien cet argent. Donc, mauvaise gestion, découverte du business, forcément, on fait des erreurs. Et quand est-ce que tu as eu ce déclic de te dire, OK, le projet, c'est un projet qui me tient à cœur, c'est un projet vraiment que je pense qui te plaît beaucoup. Mais là, tout de suite, il faut que j'arrête
il faut que j'arrête d'y mettre autant d'énergie et d'implication parce que là, tout de suite, il manque quelque chose. C'était quoi le déclic de se dire à ce moment-là, stop? Il y a plusieurs choses parce que quand on commence l'entrepreneuriat et qu'on a un projet, notre ego nous pousse à montrer ce projet partout, à montrer que c'est notre projet, on est fier de ce projet. Pareil, on est impliqué émotionnellement dans le projet, donc on en est littéralement fier, mais il y a une partie d'ego dans ça. Et finalement, le fait d'arriver dans des situations où je le mettais en avant, et je savais que je mettais en avant un projet qui avait pour vocation d'apporter de la valeur, certes, mais qui ne marchait pas, m'a apporté à partir d'un moment seulement, et alors quand, je ne saurais pas dire, mais un certain inconfort. Parce que je me disais que amener un projet aux gens, me présenter comme entrepreneur, avec un projet qui ne me permet pas de me considérer comme finalement un entrepreneur plus ou moins accompli ou en phase d'accomplissement, ça sonnait faux. Et ça collait pas avec ce que je disais non plus aux gens. Donc du coup, je me suis dit, ok, soit je suis en capacité là de le faire avancer, et donc je me forme et je monte en compétences, soit je ne le suis pas et on switch. Et finalement, ça s'est fait aussi parce que toutes les questions d'opportunité. J'aurais eu que ça comme projet, j'aurais continué parce que je me serais pas rendu compte. Okay. Seulement, j'ai eu des opportunités. C'est-à-dire que pendant que ce projet marchait pas, j'ai continué à essayer de travailler, à être salarié à côté. J'ai fait de la joaillerie, par exemple, au printemps. Donc pour moi, c'était intéressant parce que je vendais des bijoux, des bracelets, mais le but, c'était d'étendre ça vers des produits plus qualitatifs, donc vers de l'or ou ce genre de choses, parce que j'étais sur du plaqué. Donc il y avait une intention quand même de développement et je me suis dit, si je dois prendre des compétences sur ce domaine que je ne connais pas du tout, autant aller à la source. Donc là où il y a de la joaillerie, de la bijouterie, etc. Donc je suis entré en joaillerie, donc j'ai fait ça en parallèle. Et en fait, finalement, dans ce process-là, j'étais sur un développement d'activités associatives avec des amis de l'époque, où on développait un projet où l'idée c'était, on regroupe tous les acteurs du territoire et ces acteurs du territoire font que, en se rencontrant, ils s'apportent de la valeur, ils se tirent vers le haut, en connectant les moins jeunes et les plus jeunes, en connectant des artistes avec des gros entrepreneurs ou des influenceurs, blogueurs, photographes ou je ne sais quoi, avec des entrepreneurs tout court. Donc il y avait une connexion entre tous ces éléments-là et donc il y avait beaucoup de synergie et d'énergie tout court. Et finalement, moi, j'étais évidemment, puisque c'était un de mes projets sponsors de l'événement, des événements qu'on réalisait dans ce cadre-là, de cette association. Mais ça ne me ramenait pas de chiffre d'affaires. Et donc, le fait de me rendre compte que j'avais un vecteur de réseau qui était relativement pertinent, mais leur problématique, je ne la résolvais pas avec ce projet-là de bracelet, eh bien, j'avais rien à vendre finalement. Tu vois ? Et en fait, du coup, c'est hyper intéressant parce que ça permet aussi... Des fois, c'est compliqué quand tu demandes à quelqu'un c'est quoi un succès ? Les gens vont pouvoir, en effet, le chiffrer en disant moi, je sais que j'ai réussi quand j'ai atteint tel chiffre d'affaires, par exemple. Ou alors, il y a des personnes qui vont te dire le succès, ça a été de me lancer et d'amener ce projet. Et dans l'échec, c'est la même chose. C'est que je pense qu'au début, tu es galvanisé parce que tu as le succès de l'avoir fait. Et la limite se fait à ce niveau-là quand tu sens que tu ne peux pas le pousser aussi loin que tu aimerais parce que tu n'as peut-être pas à ce moment-là encore les compétences ou tu n'as pas encore rencontré les personnes qui vont t'aider à développer comme toi tu le voudrais. Et à contrario, tu as le succès donc, de la première vente qui forcément fait plaisir, mais en même temps, après, tu te retrouves dans la limite où tu te dis je ne suis pas rentable sur ce projet. Et je pense que ces deux critères qui sont personnels et professionnels et qui finalement vont ensemble dans un projet. Je pense que c'est difficile de faire un projet uniquement animé par une ambition financière et sans l'envie de s'investir personnellement dedans. Et à contrario, je pense que c'est compliqué de maintenir un projet personnel sans la réussite financière. Alors ça, c'est sûr, pour du long terme, c'est sûr et certain. Malheureusement, si c'est possible de s'investir dans un projet financier dans un but uniquement pécunier, mais ça ne va pas voler haut, quoi. Enfin, pas les résultats, mais j'entends plus le côté épanouissement. Oui, voilà. Oui. Donc, on est d'accord quand même là-dessus. Finalement, c'est deux conditions qui sont importantes. Et pourquoi est-ce que je disais opportunités qui ont fait que j'ai su arrêter ce premier projet de bracelet ? Je pense que c'est le fait d'avoir, comme je disais, rien à offrir à ces personnes que je rencontrais lors de ces événementiels et de me dire, merde, en fait, moi aujourd'hui,
bah, j'ai quoi? J'ai rien. Je suis juste là, je suis présent, j'entretiens tout ça, mais ça m'apporte rien. Alors, ça m'apportait humainement, mais ça m'apportait pas dans mon développement futur de ma croissance professionnelle. Et c'est là où je me suis dit, OK, bah, il faut que je fasse quelque chose. Et finalement, cette association, on l'a transformée en agence de communication et marketing, qui s'appelle Roux Influence, Harry Communication, qui a été renommée par la suite. Et avec mon associé, qui était une des personnes qui était venue aider dans l'association sur la fin, eh bien, c'est avec lui, en fait, qu'on s'est dit, OK, on switch et on passe à une entreprise. Et ce passage en entreprise s'est bien passé. Aujourd'hui, il a toujours l'entreprise. Objectivement, moi, j'ai réduit mes parts avec le temps, pour le laisser lui continuer à développer l'entreprise et moi me concentrer avec lui aussi sur un autre projet. En fait, on a divisé d'un côté moi et moi augmenté de l'autre pour qu'on ait l'équilibre au niveau de l'application de chacun. Et ce travail justement d'équipe, c'est la première fois que tu travailles en équipe avec quelqu'un. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé l'un avec l'autre en apprenant à vous connaître, ou est-ce que de base la relation a été, vous avez entre guillemets pas coup de chance, mais vous êtes juste bien trouvés, ou est-ce que ça se travaille la communication C'est les deux. C'est-à-dire que nous, dans notre cas, Dodi en l'occurrence, mon associé, petite dédicace, je t'enverrai le lien, tu regarderas cette vidéo. On te fait des bisous. Au début, donc on a super bien matché parce qu'au niveau des valeurs, on est alignés. Et on se découvrait. Sauf qu'au début, tu sais, c'est tout beau, tout rose. Chacun découvre l'autre, tout est parfait, tout est bien, tout est... Et puis, avec le temps, quand tu commences à travailler ensemble, tu vois les limites de chacun. Lui voyait les miennes, moi, je voyais les siennes. Et l'avantage qu'on a toujours eu ensemble, c'est qu'on arrivait à communiquer, à se dire les choses et à... C'est quelqu'un qui est très spirituel aussi, qui est très dans le développement personnel aussi, très en compréhension de ce qui se passe. Et donc, moi, j'étais pareil. Et en plus, j'étais en phase de croissance importante sur ces périodes-là. Donc, en fait, on s'est bien renvoyé la balle à se permettre à chacun de grandir et de savoir où étaient les limites de chacun et de ce qu'on attendait aussi. Et être capable de dire, bah, OK, moi, là, ici, ça ne me correspond pas et je vais me réduire et par contre, je vais m'impliquer ailleurs. Bah, ça demande aussi une force, finalement. Force qu'on a travaillé ensemble à cette époque-là. Je me souviens que ça a été des périodes où j'étais, je pense, les plus impliqué même à la salle de sport à l'époque. Parce que j'avais des routines où c'était boulot, je sors du bureau, je vais à la salle de sport. Alors, je sors du bureau à quelle heure? À 20h, 19h, 20h, peut-être 21h. Je vais à la salle de sport et après, je rentre chez moi, je mange. Mais comme c'était tout en ville, bah, c'était relativement facile. Finalement, j'avais tout qui était à proximité. Je tiens à signaler que là, il essaie de se trouver une excuse en disant que la salle de sport n'est pas facile, alors que je tiens à signaler qu'elle est à 3 minutes. 3 minutes, littéralement. Ce n'est pas ce que j'ai dit. En tout cas, je dis que j'avais une très bonne discipline. J'avais une très bonne discipline. J'ai dit c'était facile, c'était en ville, tout était à côté. Oui, aussi. Aujourd'hui, c'est toujours facile. C'était une bonne discipline qui correspondait, mais aussi j'étais célibataire. C'est-à-dire que ta notion d'implication dans ton environnement, dans ta vie de tous les jours, tu dédies du temps et de l'énergie. Quand tu dédies du temps et de l'énergie, ça veut dire que si tu la mets quelque part, tu ne peux pas la mettre ailleurs. Et mine de rien, je préfère malgré tout, quand on se pose le soir et qu'on va manger ensemble et qu'on peut se regarder un truc ou échanger, plutôt que sur la période de 20h, 22h, être à la salle de sport. Tu vois? Donc ça... J'entends. Après, sache que tu peux me dire, écoute, à partir de maintenant, tous les mardis soirs... Oui, mais c'est pas tous les mardis soirs. En fait, c'est ça le problème, c'est que... alors, problème... Voilà, c'est un sujet, en tout cas. Oui. N'induis pas à ton cerveau que c'est un problème. C'est pas nécessairement une problématique, mais le sport, tu te dois d'être récurrent et constant. Bien sûr. Si tu vas moins de 3 fois la semaine, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, si tu vas entre 3 et 5 fois la semaine, en tout cas sur les périodes où j'ai le plus eu de changements dans ma vie au niveau sportif et au niveau musculaire, ça a été parce que j'étais dans ces créneaux-là. Et notamment plus 5 à 6 fois la semaine que 3 fois d'ailleurs. Et donc, ça demande, je dirais, un sacrifice aussi au niveau du temps, d'être à la salle de sport sur des périodes plus ou moins similaires en termes de créneaux pour que ton corps l'assimile et qu'il sache que c'est un automatisme. Donc, si je commence à y aller entre 19h et 21h, par exemple, une fois, bah, en fait, il faut que je reste à peu près sur 19h, 21h les autres jours. Sinon, en fait, ce sera beaucoup plus difficile de tenir la discipline. Donc, bref, petit aparté sur le côté sportif. Mais ça peut se faire. Sache que c'est pas un problème. Et t'es pas obligé de commencer tout de suite avec 5 ou 6 fois. Tu peux commencer par 2 fois par semaine et après commencer à rajouter une session, je sais pas, par exemple, le samedi matin. Tu vois, parce qu'il y a du temps aussi le matin. C'est pas forcément que le soir. Il y a des choses qui peuvent se trouver. J'ai jamais fait le sport le matin et je suis pas du matin sur le sport. Je suis vraiment plus fin de journée, moi.
Je pense que tu induis des choses à ton cerveau. Bah, écoute, c'est toujours comme ça que j'ai eu les meilleurs résultats et que j'étais à l'aise et que j'étais aligné. Mais Toujours comme ça. T'as même pas 30 ans. Toujours comme ça. jusqu'ici, ça a été comme ça. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent changer. Pas ces dernières années, c'est vrai. Mais, en plus, donc, mais à tu vois, l'époque. si ça se trouve, aujourd'hui, ça te conviendrait mieux. En tous les cas, j'avais à cette époque-là une hygiène de vie que je trouvais vraiment bien. Et Ça j'ai t'apportait quoi, cette hygiène de vie? Comment tu te sentais? En fait, j'étais en croissance constante, une très grosse croissance. J'étais bien, j'étais pas stressé, j'étais en confiance. J'étais alors avec tous les challenges qu'on peut rencontrer, même dans la vie amicale et la vie proche, en tout cas, des gens qu'on peut rencontrer. Donc quand je dis aléa, c'est t'es content, t'es pas content, tu te sens trahi. Par moments, tu rencontrais quelqu'un d'incroyable. Enfin voilà. Donc cet ensemble-là. Et donc malgré tout, j'étais très heureux, j'étais très aligné, j'étais bien, quoi. J'étais bien. Et parce que j'étais en constante croissance, finalement. Donc ça me faisait du bien et j'avais pas les réflexions que j'avais aujourd'hui non plus. Donc mon cerveau était beaucoup plus libéré vis-à-vis de bien des choses. J'avais pas autant de compréhension des choses. Donc au fur et à mesure du temps, après, est venues les réflexions plus profondes peut-être, qui ne m'étaient pas nécessaires à cette époque-là. Donc j'étais bien. Et qu'est-ce qui t'a fait casser ton rythme et ta routine et la rigueur que t'avais? C'est les changements de vie. Finalement, la routine de la salle de sport, je l'ai gardée je l'ai gardée pendant la période où j'avais un appartement qui était dans ce quartier-là, ce mode de vie-là. Dès lors que j'ai déménagé, les habitudes de vie ont changé. Okay. Et c'est souvent ce qui se passe. C'est réussir Totalement. à établir des disciplines par rapport à un confort de vie que tu as. Et les refaire, c'est toujours un challenge. Très dur. Et tu arrives pas, tu donnes l'énergie pour y arriver ou pas, finalement, c'est ça. Et là, en l'occurrence, je l'avais pas autant fait, même si je continuais à la salle de sport, mais pas autant de réussite. En tout cas, réussite dans la discipline, j'entends. Ok. Et c'est quelque chose qui te manque aujourd'hui? Oui et non. Oui, en partie, parce que je sens que j'ai besoin quand même de prendre soin de mon corps et de donner cette énergie dans le sport. Et puis pour me faire plaisir à moi déjà en premier lieu, mon corps, etc. Mais à côté de ça, c'est en partie ok parce que c'est pas ma priorité et je suis relativement ok avec ça. Donc voilà, c'est un entre-deux finalement. Donc le moment où j'aurais pris la vraie décision de reprendre à fond, je l'aurais pris à fond. Ça marche ou pas, on verra. C'est la discipline qui le dira. Et si je prends pas cette décision, en fait, je vais en faire ici et là. Et ça me fera relativement du bien, tu vois. Mais sans engagement, quoi. Moi, je pense que c'est quand même important. Après, le sport ou l'activité physique, ça n'a pas forcément besoin d'être quelque chose de très intense. Mais je pense que faut pas non plus négliger le fait qu'on a un travail aujourd'hui à domicile qui fait qu'on bouge très peu. Si on ne décide pas de se bouger, les éléments ne vont pas nous faire bouger. C'est un travail qui nécessite d'être essentiellement assis. Et c'est vrai que le corps s'affaiblit. Donc je pense que même pour le futur, c'est important de garder quand même un certain mouvement. Et même si c'est pas quelque chose de très long, tu vois, ça peut être ne serait-ce qu'une petite routine de 10 minutes le matin pour commencer ou des choses comme ça. Ça n'a pas forcément besoin d'être compliqué, ça peut même se faire à la maison. Mais je pense que c'est important dans son mode de vie de prendre un petit peu de temps quand même pour se mettre au moins en mouvement. Et le fait je pense, après c'est peut-être que personnel, mais de prendre du plaisir à ces temps-là fait que généralement, petit à petit, ces temps-là s'allongent. Et c'est là où après, on a aussi envie de faire d'autres choses. Et je pense qu'on n'a pas forcément besoin de commencer gros tout de suite en se disant « Oui, là, j'attends et puis le jour où je suis prêt, je vais à la salle de sport. Mais par contre, j'irai 5 fois par semaine et ce sera des créneaux de 2 heures. » Parce que si c'est trop cadré, je pense que ça peut être compliqué à prendre une habitude si lourde. Alors que si on commence, entre guillemets, petit à petit à reprendre de bonnes habitudes, je pense que ça peut être plus facile, au même titre que ça peut être parfois, il y a une étape qu'on oublie quand on a été... moi, je sais qu'avant, je faisais énormément de sport. Je faisais plusieurs disciplines, de la natation, en passant par la danse, en passant par le sport de combat. Quand j'ai dû arrêter pour des raisons de santé, quand tu es sur à peu près 12 heures de sport par semaine et que tu fais plus rien, c'est très dur. Et quand tu reprends, tu crois que tu peux reprendre au même niveau que là où tu l'as laissé. C'est faux. Parce que ton corps
n'est plus ce qu'il était. Et là, notre tête, ça, elle n'a pas forcément intégré. Et là, ça peut être très dur. Quand tu veux reprendre en te disant, oui, mais avant, j'avais des bêtes de résultats, j'allais 5 fois par semaine ou 6 fois par semaine à la salle de sport, je vais reprendre comme ça et ça va être béton, et ça y est, ça repart. Ça se passera malheureusement pas comme ça. Parce que ton corps, il a plus la puissance qu'il avait, il est plus en capacité de gérer comme il gérait, et là, c'est dans la tête que ça fait mal. Parce que là, c'est dur. Et si tu veux ancrer une habitude, il faut pas que tu te mettes en échec dès le début. Il faut qu'au début, tu te mettes en réussite pour pouvoir justement avoir envie d'y retourner, être galvanisé. Et c'est après que tu commences le challenge à te pousser, à dépasser et à augmenter à chaque fois tes limites. Parce que si tu veux recommencer d'un coup trop fort, j'ai peur que finalement, ça te casse dans ton élan. Après, ça dépend, c'est une question d'approche. Tu peux recommencer all-in et pour autant avoir l'acceptation que tu vas commencer avec des performances qui vont d'abord réchauffer ton corps, qui vont d'abord renforcer ton corps, et puis avec le temps, aller sur de la performance. Oui, c'est ça. Tu vois, donc c'est progressif. Mais il faut y être prêt. Il faut y être prêt à se dire qu'au début... faut pas se mentir à soi-même. Voilà, c'est ça. Je remets l'accent sur, tu as dit, commencer petit peu par petit peu et augmenter après les habitudes en fonction, parce que trop d'un coup peut être trop d'un coup finalement. Moi, je suis la personne contraire, c'est faut que j'y aille all-in au début, faut que je m'y implique avec l'engagement maximal, parce que je sais qu'avec le temps, cet engagement maximal peut réduire. Alors que si je commence avec un engagement réduit, j'irai jamais sur l'engagement supérieur. Mais est-ce que c'est pas justement parce que comme t'en fais trop, tu t'en lasses? Tu vois, je prends l'exemple du piano. Tu t'étais challengé, c'était ton truc, et je pense que justement, tu as tellement poussé fort le challenge que ça t'a lassé vite. Non, pas du tout. C'est moi qui n'ai pas suivi ma discipline, qui n'ai pas été assez engagé. Et pourquoi? Parce que j'ai dépriorisé. J'ai laissé d'autres priorités et j'ai accepté l'idée que mes priorités autres passaient devant. Mais est-ce que tu en avais toujours envie? Oui. C'est pas la même envie, mais oui. Ok. Voilà. Parce que moi, j'avais l'impression que tu n'en avais plus envie. Si, mais pas de la même façon en tout cas. Pas dans l'immédiat en tout cas, oui. C'est sûr. J'avais beaucoup plus d'envie quand j'ai commencé. Mais c'est pas une question d'envie finalement. Il faut pas que ce soit ça qui drive, il faut que ce soit la discipline. Et... il faut que l'envie, pour moi, l'envie fait partie. Hein. Si tu ne prends pas de plaisir... Oui, quand je dis envie, ça veut pas dire que quand tu n'as pas cette envie, tu ne prends pas de plaisir à ce que tu fais. Attention. Par contre, il faut pas que ce soit uniquement la raison qui fait que tu fais la chose. C'est ça que je veux dire. Et voilà. Donc finalement, non. Aujourd'hui, c'est comme le sport, le piano, le sport, donc la salle de sport. Je pourrais donner quoi comme exemple? Finalement, n'importe quel sport qu'on pourrait avoir idée de faire ou n'importe quelle habitude que j'aurais envie de prendre, ce sera une question d'engagement et de priorité. Tu prends l'engagement, ok. Est-ce que cet engagement te permet de rester aligné avec les priorités que tu as? Oui, alors let's go. Il n'y a plus de limite. Est-ce qu'il y a une habitude de vie que tu as toujours eue? Toute ta vie, que depuis toujours, en fait, c'est une habitude. Une habitude de vie que j'ai toujours eue? Bonne question. Bonne question. Chose qu'on a changé petit à petit en étant ensemble, c'est que moi, j'ai toujours mangé en regardant quelque chose. Ok. C'est paraît anodin, hein, mais, oui, non, mais finalement, c'est une habitude de vie. Ok. Voilà, j'ai toujours, même en famille à l'époque, alors ça dépend, j'ai eu quelques moments où on ne regardait pas en direct, mais on mangeait et après on allait se poser devant la télé, ou inversement. Non, majoritairement, en tout cas dans ma vie chez moi, voilà, c'est peut-être la notion, dans ma vie chez moi, j'ai toujours mangé en regardant quelque chose. Ok. Ouais. Mais est-ce que c'est le fait de regarder quelque chose ou est-ce que c'est le fait, par exemple, de ne pas manger à table? Tu vois, par exemple, de manger dans le salon? Non, parce que je peux manger à table et regarder quelque chose. Ok. Donc non, regarder quelque chose. Ok. Après, j'ai plus de facilité à manger dans autre chose que la table si je suis plus proche de la télé pour regarder ou de l'ordinateur ou peu importe. Et ça te pèse? De quoi? De pas forcément regarder la télé quand on mange? Ou autre chose? Bah non, parce que quand on a des bonnes discussions, c'est pertinent, tu vois. Ok. Alors, quand je dis toujours, quand tu vas chez des amis, bon, c'est différent. Tu vois, ou quand oui. tu as de la compagnie chez toi, évidemment, c'est différent. Non, oui. Mais je parle dans un cadre où tu es toi avec toi-même. Donc, je suis... Ok. J'ai changé tes habitudes. Oui. Ok. Tu as commencé à changer mes habitudes. Bah, j'espère que... Ok. Moi, j'ai pas de jugement de valeur sur ça. Hein. Donc après, que je regarde plus la télé ou que je la regarde moins quand je mange,
pour moi, ça n'a pas d'impact, tu vois. Seulement, je sais que ça occupe mon esprit de regarder quelque chose. Et comme ça, je suis avancé dans un élément que j'ai envie d'avancer pendant que je fais autre chose. C'est un peu faire deux choses en même temps, quoi. Est-ce que des fois, tu prends le temps, parce que je ne sais pas si c'est moi qui suis bizarre ou pas, est-ce que des fois, genre, tu prends le temps juste de réfléchir? Genre, il n'y a rien, et tu réfléchis, tu penses à plein de trucs. C'est très, très rare. Ah ouais? Très, très rare. Moi, c'est ma passion. Oui, ça, je sais. Mais objectivement, non, pas assez. Et je viens de le dire, pas assez. Et je devrais prendre plus de temps. La réalité est là. Après, je le prends, malheureusement, quand je vais me coucher en général. Malgré moi. C'est que mon esprit va dans tous les sens. Je suis quelqu'un du soir. Donc forcément, moi, je peux rester... En fait, mes périodes où je suis les plus productif, par exemple, dans le travail, c'est finalement quand je suis exténué et que je suis fatigué. Pourquoi? Parce que mon cerveau, il tourne tout seul. Il tourne tout seul, les idées sont là, je fais, j'actionne et je suis efficace. Oui, mais du coup, là, tu n'es pas en phase de réflexion. Là, tu es en pilote automatique. Ça dépend, il y a les deux. Si je suis en train de faire des actions, je vais passer en action. Mais si je suis pas en train de faire des actions, bah, mon cerveau, il va tourner, il va penser à tout, il va réfléchir à tout, il va mettre toutes les alternatives, toutes les envies. Et le meilleur moyen de le vider, c'est de passer à l'action. Donc, il faut que je note, ou que je pratique, ou que je fasse. Tu vois. Et ces périodes-là, ça a été toujours mes plus productives par le passé. Tu as un exemple de réflexion que tu peux avoir? Parce que moi, des fois, j'ai des réflexions de dingue. Hein. Vraiment. Je vais hyper loin dans ma tête. Bah oui, mais je sais que je suis pas comme toi, moi. Non, mais mais je suis un peu quelqu'un de bizarre. Hein, tu me poses la question, du coup. Il n'y a pas une question d'être bizarre. Arrête-toi là tout de suite. C'est pas une question de ça, c'est une question qu'on est différent et chacun est différent. Et donc, quels sont les types de réflexions? En fait, ça dépend. Ça va être un sujet sur lequel j'ai des actions à faire, ou j'ai pensé à quelque chose, ou ça m'a concerné, ou j'ai des envies, ou hop, et puis ça va tourner dans ma tête. Et exemple, quand je commençais l'entrepreneuriat, toutes les idées de business qui pouvaient être intéressantes, ok, ça me venait en tête. Et j'y pensais le soir et je me disais, tiens, ça pourrait être fait comme ça, comme ça, comme ça. Ah, et puis là, tu as vraiment un business model qui est sympa. Ah, et puis en fait, tu peux faire ça. Hop, voilà, je notais mon idée. Ou pas, d'ailleurs, souvent je l'oubliais. D'autres moments... Et le lendemain, tu purée, c'était une idée de ouf, pourquoi je ne l'ai pas écrit? Oui, et puis à l'inverse, quand tu relis tes notes, tu dis, putain... dingue le mec, hein. Pour autant, c'est pas réalisable. Hein. Mais bref. Et je prends un autre exemple de réflexion. C'est plus sur la vie de tous les jours aussi, tu vois. Genre, bah oui, ok, là en ce moment, je sens que, je sens que je réagis à ce genre de choses comme ça. Ok, ça, je sens que j'en ai envie. Ok, ça, je sens que si, que ça. Et ça tourne vis-à-vis de ça. En fait, je réfléchis à tout le temps. Mon cerveau s'arrête jamais. C'est juste que je prends pas ce temps pour me poser et pour faire une réflexion. Pour pousser le truc. Éclairée. Ok. C'est un amas. Constant. Est-ce que tu veux qu'on prenne des temps comme ça, chacun, attention, chacun dans sa tête, hein. Mais genre qu'on cale un temps pour la réflexion? Bah, c'est exactement ce que je disais avant, c'est juste une question de priorité. Eh bien, tu le mets comme si c'était un rendez-vous dans ton planning. Oui, mais est-ce que j'ai envie de le prioriser? Donc c'est quoi aujourd'hui que tu as envie de prioriser, mon amour? Tout un tas de choses. Mais justement, il faut que tu fasses le tri dans tout ça. Donc il y a bien un moment où il va falloir que tu... Je suis déjà en train de faire ce tri. Là, j'ai donné à nos chers auditeurs ce que je suis aujourd'hui, en tout cas comment est-ce que je m'implique dans ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai envie de développer des compétences qui me permettent de n'être dépendant de rien, ni même de mes sociétés ou autres. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de développer mes compétences de trading. Je suis en train de faire en sorte que mes investissements m'amènent un cash flow mensuel safe, peu importe le comportement de mes entreprises, peu importe le comportement du marché, peu importe ci ou ça. En gros, pour faire simple, de l'immobilier qui va me rapporter des revenus à hauteur d'un montant que j'ai défini. Et voilà, donc je travaille dans ce sens, finalement. Donc ma priorité, elle est là. Tant que j'ai pas atteint cette priorité de revenus que je me suis fixé vis-à-vis de l'immobilier, par exemple, bah, tout ce que j'entreprends va être dans cette direction-là. Et le trading, pourquoi est-ce que j'ai envie de le faire? Parce que le trading peut être une source supplémentaire qui permet d'arriver à ce minimum-là. Il y aura certes l'immobilier, mais à terme, si je veux me faire plaisir, si je veux faire des plus gros investissements, si je veux me mettre des objectifs, et ben en fait, ce trading va permettre d'aller chercher ces objectifs. Donc je vais trader, non pas pour trader, mais trader pour un idéal, pour un objectif, pour une intention. Et donc, ça va me permettre d'aller réaliser ça. Ok. Est-ce que tu visualises déjà ton objectif? Oui.
est-ce que parfois cet objectif et la vision que tu en as ne t'éloignent pas un petit peu aussi du chemin? En partie oui, mais le chemin il est divers. C'est pas parce que tu t'éloignes qu'en fait tu t'éloignes. Si ça se trouve, tu te rapproches du bon. Justement. Donc, maintenant que tu as vu cet objectif et qu'il est suffisamment grand pour que tu ne le perdes pas de vue, est-ce que tu penses... Il n'est pas grand, il est clair. Il est clair, visible. Est-ce que tu penses que, par exemple, prendre une fois par semaine un temps de réflexion va t'en éloigner, ou prendre le temps de faire 30 minutes de piano par jour va faire que cet objectif va être plus loin? Ou est-ce que ça va pas te permettre d'y arriver peut-être soit plus vite, soit peut-être même plus grand? Alors maintenant, il y a d'autres choses qu'il faut prendre en compte dans le calcul. Parce que là, je t'ai donné que ce qui est facile. Sinon, ce serait trop simple. Maintenant, tu vas prendre en compte les responsabilités que j'ai dans X ou Y des autres entreprises qui m'appartiennent et des autres éléments que je n'ai pas cités là, juste avant. Donc là, j'ai parlé trading, finalement, et investissement. Mais à côté, j'ai énormément d'engagement et de responsabilités. Donc maintenant, tu inclus tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu des différentes responsabilités, justement, que tu as? Oui. Est-ce que tu veux déjà que je reprenne parce que je parlais du parcours et je parlais de notamment la partie agence de communication et marketing. Non, aujourd'hui, j'ai vraiment envie que tu nous expliques, là, tout de suite, ton étape de vie, parce que tu es quelqu'un de très complet, tu es quelqu'un qui a touché à beaucoup de choses, et tu l'as dit, tu as mis en avant les beaux côtés et pas le côté simple, parce que c'est pas simple. Tu dis ça parce que toi, aujourd'hui, tu es en expertise dans ces domaines-là et que ça te semble plus accessible, mais c'est beaucoup de travail avant. Mais quel est entre guillemets, l'autre côté de la pièce, tu vois? C'est quoi le revers de la médaille, le double tranchant, comme on dit? C'est quoi le côté plus dur, les responsabilités, le côté plus sombre aussi que amène l'entrepreneuriat? Et la vie, de manière générale, la vie d'adulte? Ouais, bien sûr. La plupart des gens, ils vont dans l'entrepreneuriat en se disant, en étant entrepreneur, j'aurai la liberté, j'aurai tout ça. J'aurai l'argent, j'aurai le succès, j'aurai ci. Eh bien, c'est pas vrai. La réalité, c'est quand tu es entrepreneur, tu n'es pas libre. C'est parce que tu as des engagements et des responsabilités vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de potentiels clients, vis-à-vis de ton activité et vis-à-vis de son développement, ainsi que les équipes qui peuvent travailler avec. Donc, salariés, freelance, partenaires, peu importe. Donc, quand tu es entrepreneur, tu es obligé de te présenter, d'être là, de faire le taf. Et finalement, quand tu as un projet et que tu es focus dessus, c'est bien parce que dans ton viseur, dans ton énergie, dans ta direction, il n'y a que ça. Donc tu y vas, tu fonces, tu n'as pas le temps de réfléchir. Par moment, tu prends du recul pour comprendre si la direction est bonne, si ceci, si cela, si toi tu es bien. Si... Ok. Passé cette étape, tu as une pseudo-réussite, en tout cas quelque chose qui te permet d'aller diversifier, d'aller un peu plus loin. Ou alors, cette activité-là n'est pas ton activité principale que tu veux garder à terme, mais une activité qui restera peut-être partielle. Tu vas la mettre de côté, partiellement, et tu vas te concentrer sur une autre, finalement, activité. Donc, hop, tu vas remettre l'énergie sur une autre activité. Sauf que, dès lors que tu arrives à ce schéma de 2 activités, ta première activité, par moment, elle aura besoin de toi. Par moment, ses partenaires, ses clients, ses salariés, son développement de cette société-là, les problématiques qu'elle rencontre, les challenges, vont te rappeler à l'ordre et vont te dire « Ok, là, ici, on a besoin de toi, en fait. » Donc, tu dois venir, tu dois être présent et tu dois faire. Ces mêmes éléments, tu les as dans cette nouvelle société que tu as lancée, ce nouveau projet sur lequel tu t'es lancé. Et puis, on vient une troisième, où tu fais la même chose. Sauf que tes engagements des autres sociétés sont toujours là. Sauf si tu as été en capacité de développer ton entreprise à un point où tu as mis un CEO et que l'entreprise est devenue un asset, comme de l'immobilier, qui te génère de l'argent parce que tout est géré automatiquement par tes équipes, par le board, par tout ça. Automatiquement, c'est-à-dire sans toi. Sans toi. Arrivé à cette étape, c'est une performance. C'est une performance de haut vol qui demande une expertise en entrepreneuriat et un développement entrepreneurial qui est incroyable et qui te demande... de lâcher prise aussi. Mais c'est un lâcher prise que tu peux utiliser pour ailleurs. Donc c'est bien dans un sens. Tu récupères ta liberté. Donc l'entrepreneur n'est pas libre tant qu'il n'atteint pas cette étape-là.
Ok, donc là, j'ai plusieurs questions. Est-ce que, du coup, tu recommanderais d'être multi-entrepreneur, du coup? Si les gens sont en capacité d'arriver à une certaine mesure où ils savent automatiser 100% Mhm. et savent être inutiles, Mhm. oui. S'ils ne sont pas en capacité de le faire, je dirais que non. Parce que autant être focus sur un business, quitte à revendre ou arrêter complètement Mhm. et passer à un autre. Ça te libère de l'espace dans l'esprit, ça te retire les responsabilités, ça te permet de mieux faire le travail là où tu mets ton énergie et ça te permet finalement d'aller performer. Mhm. Chose que moi je ne fais plus, je ne performe plus dans mes activités à l'heure d'aujourd'hui. J'ai trop d'activités, j'ai trop d'éléments où j'ai gardé une implication, où j'ai gardé un engagement, même si je l'ai réduit, qui fait que mon énergie et mon esprit, tout ça c'est un peu flou finalement. Et c'est pour ça que je ne recommande pas le multi-entrepreneur. Être multipotentiel, comme dirait Solène, qui elle push sur ce type d'offre-là, et de compétences et d'accompagnement. Ça ne veut pas dire que si tu es multipotentiel, tu vas faire multi-entreprise. Multipotentiel, ça veut dire simplement tu pourras appliquer tes compétences qui sont applicables dans plusieurs domaines, à ces plusieurs domaines, mais dans un tout, finalement. Ou alors c'est peut-être plus la vie privée. Un domaine commun ou... Et c'est finalement le domaine privé qui va utiliser ces facettes-là aussi pour s'épanouir, sans réprimer ça. Alors que finalement, on a besoin en tant qu'humain d'avoir l'esprit ou focus ou dans une direction pour avoir le plein potentiel. Et si on a plusieurs entreprises, encore une fois, c'est difficile. C'est très difficile. Et dans ce cas, pour quelqu'un qui aimerait en tout cas tenter l'expérience d'être multi-entrepreneur ou qui l'est peut-être déjà, mais qui, pareil, parfois a du mal à savoir s'il est dans la bonne direction ou savoir ce qui serait peut-être bon pour lui, quel conseil tu pourrais donner à un autre multi-entrepreneur? Ok, je fais un petit truc. Hey, toi, qui veut être multi-entrepreneur? Vas-y, je continue, c'est drôle. Non, en vrai, si vous choisissez d'aller dans la direction du multi-entrepreneuriat, la réponse, elle est simple. Trouvez des personnes, déjà ayez les moyens, mais trouvez des personnes qui pourront faire le taf pour vous. Point. En gros, trouvez un CEO, en fait. Délégué. Si un projet 1, vous voulez déjà passer à un projet 2, bah, faites en sorte que votre projet 1, votre CEO, il fasse le taf et qu'il soit compétent, que vous ayez donné toutes les compétences et vous passez au suivant. Mais, donc déléguer, en effet. Mais n'estimez pas que ce sera possible sur du très long terme de faire multi-entrepreneur avec plusieurs entreprises si vous n'êtes pas en capacité de déléguer un CEO. Très bien, merci pour ce conseil et ça m'amène à une autre question qui est plus axée cette fois-ci sur du développement personnel et de la gestion d'ego. Parce que tu parlais de lâcher prise. Lâcher prise, c'est aussi réussir à travailler sur soi et sur son ego. Quel conseil tu donnerais dans ce sens-là? À quel moment tu te rends compte que là, ton ego prend peut-être trop de place et qu'il faut lâcher prise justement de ça, retrouver sa place et pas parfois surestimer la place qu'on a ou surestimer les responsabilités qu'on se donne tout seul finalement? Parce que parfois, il y a des entrepreneurs qui ont du mal à réaliser que leur entreprise tourne déjà sans eux. À quel moment, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un pour se rendre compte que là, à un moment, il est hors du cadre? Il dépasse en fait, son ego a pris une place qui n'est pas la sienne et qui du coup bloque absolument tout. Comment on fait à ce moment-là pour lâcher prise et pour... s'en rendre compte, c'est ça? Pour s'en rendre compte et pour se réaligner. Alors d'abord se rendre compte, parce que c'est déjà... Ça, c'est le premier step, gros step. C'est déjà 80% du travail. Ouais, c'est une grosse étape. Déjà, savoir que quand on a toujours raison, se rendre compte que c'est que l'ego est là. Si tu as toujours raison, c'est que tu as tort. Non mais, si vous êtes dans une situation où vous pensez que vous avez tout le temps raison dans vos échanges avec vos employés, avec vos équipes, considérez qu'il y a une notion d'ego, ou alors que vous n'avez pas recruté les bonnes personnes. Mais... Oui, c'est vrai. On ne vous le souhaite pas. Oui. Admettons que vous avez recruté les bonnes personnes et que vous avez des gens compétents sur lesquels vous êtes relativement satisfait, mais que vous continuez à penser que vous avez toujours raison. Là, c'est une problématique. C'est déjà que il y a de l'ego et que ça sert à rien d'avoir cet ego. Si les employés sont là, qui sont compétents, il va t'apporter de la valeur. Surtout et plus tu les laisseras de place, plus il sera performant en plus. Surtout que je fais une petite aparté.
On en a parlé dans un précédent podcast. Généralement, justement, pour travailler avec les autres et leur permettre, je ne sais plus comment avait été tournée cette question, mais de révéler le total potentiel des personnes avec qui on travaille, il faut leur laisser la place et accepter que si vous avez recruté quelqu'un sur ce poste, c'est que vous avez jugé que vous, soit n'aviez pas envie de le faire, soit n'avez pas les compétences pour le faire. En tout cas, vous avez choisi quelqu'un qui saura le faire mieux que vous. Donc, laissez cette personne le faire mieux que vous, puisqu'elle est là pour ça. Ouais, exactement. C'était juste la petite aparté. Très bien. Et donc ça, c'est pour aussi se rendre compte qu'on a de l'ego, donc ça. Et autre point pour se rendre compte qu'on a de l'ego, quand on est dedans, donc déjà, on a toujours raison, mais j'avais un autre point qui m'est parti. Mais bref. En tous les cas, quand on arrive à cette étape, maintenant, on s'en est rendu compte. Comment est-ce qu'on se débarrasse de ça? Comment on rééquilibre les choses? Ouais. La première chose, c'est d'accepter que on n'est pas Dieu. C'est-à-dire qu'en général, l'ego nous pousse à penser qu'on est meilleur qu'eux, qu'on est plus important qu'eux, qu'on a plus... C'est faire mieux que... C'est ça. Ou qu'on peut tout faire aussi. Alors, c'est très bien d'avoir de l'assurance, c'est très bien d'être confiant en soi et de savoir ce qu'on veut et où on va et ce qu'on est en capacité de faire. Mais c'est aussi important, et ça, c'est ranger son ego dans sa poche, de savoir où est-ce qu'on n'a pas les compétences, où est-ce qu'on est limité, où est-ce qu'on arrive à un seuil. Ou même à un endroit où on a les compétences, mais qu'on n'a plus le temps. Ni l'envie. Parce que parfois, on peut être très compétent dans certaines choses, c'est pas pour autant qu'il faut le faire. C'est pas pour autant qu'on est les seuls à savoir le faire non plus. Exactement. Donc, dans l'idée, vous savez que vous avez de l'ego, vous en êtes rendu compte parce que vous pensez que vous avez toujours raison, que vous êtes toujours supérieur, etc. Donc, vous vous remettez à votre niveau. Et pour ça, en fait, vous allez simplement accepter qu'autrui peut aussi faire le job, qu'autrui peut être plus compétent, qu'il va vous apporter de la valeur. Et considérer qu'autrui a de la valeur à nous apporter, et inversement, qu'on a de la valeur aussi à leur apporter, pour les continuer à faire grandir et qui nous apportent encore plus aussi indirectement, va permettre de réaligner cet ego. Le but, c'est que ce soit sain, en fait. C'est que l'échange qu'on a avec les équipes, l'échange qu'on a avec nos salariés, l'échange qu'on a avec nos partenaires, avec nos clients, faut que chacun ressorte de ces échanges en se disant « Ah, ok, il était pertinent, il m'a apporté de la valeur, ou alors il m'a permis de me sentir bien, il m'a permis d'avancer, de grandir. » Et finalement, ça, c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui fait que cet ego prend de moins en moins de place pour que, on laisse la place aux autres et que ces autres portent finalement les projets. Sachant qu'il ne faut pas oublier, si vous avez le projet de faire grossir votre société, qui dit grossir dit aussi recruter. Si vous voulez que l'entreprise soit solide, soit stable, soit fiable, c'est important d'avoir une bonne communication avec ses équipes, c'est important d'avoir une bonne relation au sein de l'entreprise. Généralement, les entreprises où il y a un gros turnover, c'est parce qu'il y a généralement un problème au niveau de la communication des équipes et c'est compliqué parfois de faire confiance à ce genre de société. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de créer une vraie communication et une vraie cohésion d'équipe, je pense, le jour où on a décidé de faire grossir sa société, en tout cas. Oui, voilà, quand on est dans cette phase de scaling, ce serait impossible de le faire sur du long terme et de la bonne façon si on n'est pas en capacité de générer ce qu'on appelle finalement une culture d'entreprise et d'avoir quelque chose qui se cultive même quand nous, on n'est pas là et qu'elle continue à se développer avec la vision qu'on peut apporter nous et avec la tête de cette vision. Les valeurs de la société aussi. Sans être là pour autant. Donc oui. Je vais prendre 10 ans de manière générale. Si tu avais un message à donner au toi il y a 10 ans, quand tu as commencé, ce serait quoi? Ce serait continue comme ça. Dans tous les cas, je pense que ce que j'ai traversé me permet d'être qui je suis aujourd'hui aussi, donc je regrette rien. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je dirais même peut-être fait plus d'erreurs pour gagner encore plus de temps. Mais non, je pense que j'ai pris la bonne voie. Je regrette rien finalement. J'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'entre-deux, beaucoup d'extrêmes. Et je suis très content de ça. Et il y a des choses qui m'ont mis des claques. Mais qui dit claque, dit remis sur le droit chemin. Et c'est bien. Donc voilà ce que je dirais. Continue comme ça. Ok, maintenant j'ai 2 prochaines questions. J'aimerais que tu nous parles de ton plus gros échec, en tout cas de l'étape la plus difficile que tu as pu connaître, et par la suite que tu nous parles de ton plus gros succès ou de la plus grosse réussite que tu as pu connaître. C'est compliqué.
C'est compliqué comme question. Mais bien sûr, je suis pas là pour faire un traitement de faveur. J'aime beaucoup. Est-ce que tu te sens de nous en parler déjà? Parce que peut-être que... Bah, oui et non, en fait, c'est pas tellement le sujet, mais c'est plus qu'est-ce que je vais considérer aujourd'hui comme le plus gros succès ou plus gros échec. Eh bien oui, c'est une vraie question. Non, mais c'est... Donc non, plus gros succès. Ça paraîtra pas, ça va pas être ce qu'on pourrait penser. Non, mais personne n'a rien à penser. C'est toi, selon ton référentiel, ton Exactement. plus gros succès. Et pour moi, mon plus gros succès, c'est d'avoir pu rencontrer sur mon chemin des associés avec qui j'ai pris plaisir, avec qui on a pu se faire confiance, avec qui on a pu créer des choses, réussies ou pas réussies, peu importe, mais qu'on ait fait ces choses. Ça, pour moi, c'est plus belle réussite. Finalement, qu'on n'ait pas réussi, par moment, c'est pas grave. Par moment, on a bien réussi, c'était incroyable. Mais ça ne change rien ce que je ressens pour eux, le plaisir que j'ai eu à travailler avec eux, l'estime que je leur apporte. Est-ce qu'on dit des petits noms ou pas? Non. En tout cas, on fait des bisous. En tout cas... Pour ceux que je connais, du moins, parce que peut-être que je connais pas. Mais en tout cas, je suis reconnaissant pour ça. Et plus gros échec, ça a été un peu similaire, mais version opposée pour moi. C'est au-delà de... En fait, c'est les plus gros échecs, parce que je vais réunir ça dans un tout sans trop donner de détails complets. Ça a été de faire confiance trop vite à des personnes qui n'ont pas été en capacité de délivrer. Alors, ils ne sont pas les seuls à être responsables, mais il n'empêche que j'ai fait confiance trop vite. Je le regrette pas, mais ça m'a amené des très gros échecs et des échecs qui ont eu un sacré impact, pas que sur moi, sur les gens autour de moi aussi. Que ce soit des partenaires que j'ai pu mettre dans un business en tant qu'investisseur ou en tant que partenaire ou en tant que... peu importe la position qu'ils ont eue, mais ça a, entre guillemets, éclaboussé les personnes autour. Et ça, pour moi, c'est un échec. Et c'est ce qui a pu être le plus dur parce que moi, je me mette en danger et que j'ai la responsabilité de m'être mis en danger et d'avoir fait une erreur et de rater et de perdre. Ça ne concerne que toi. Voilà, ça ne concerne que moi. Moi, je suis maître de ce que je fais et je suis en conscience de ce que je fais. Et je reste extrêmement responsable, peut-être trop, justement. C'est le sujet ici. Et donc, en fait, quand j'éclabousse de par ces situations-là des gens que j'ai connectés, de près ou de loin, à des projets et qu'ils sont impactés, pour moi, je vois ça vraiment comme un échec, pire qu'un échec, parce que... certes, j'ai ma responsabilité, mais je me sens responsable vis-à-vis d'eux. Alors que, logiquement... Ils ont agi en conscience à leur niveau. Ils ont agi en conscience. Sauf que la réalité des faits, on le remarque très vite, et de par toutes les épreuves de ces échecs-là, il y en a eu plusieurs, hein, attention, c'est pas que des pertes financières, mais souvent, c'est lié à une perte financière. En tout cas, c'est la manière de le matérialiser. On remarque très vite, même des proches, des gens qu'on apprécie, des gens avec qui on s'entend super bien, ne sont pas responsables, ne se sentent pas responsables et transfèrent la responsabilité. Et ça, pour moi, c'est dur. Ouais. Ça a été vraiment des étapes dures sur lesquelles je me relève. C'est pas le souci parce que j'avance. Mais ça m'ennuie. Ça m'ennuie finalement parce que j'aurais aimé que ça se passe autrement. Mais c'était pas nécessairement entre mes mains non plus. Donc, tu vois un peu l'émotion qui ressort de tout ça. C'est de la frustration. Et j'ai quelque chose à t'annoncer. Ouh là là. Ouh là là. Je sais pas pourquoi j'ai mis cette... Est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qu'il faut que je ramène? Je sais pas pourquoi j'ai mis cette transition. C'est pas... J'ai senti que c'était alarmant alors que le but n'était pas là du tout. Pardon. Donc tu vas m'apporter une perspective intéressante. Oui, exactement. Exactement. Oui, je traduis. Parce que ce qui t'a blessé à ce moment-là, t'as aussi appris une leçon. Et moi, quand j'ai traversé cette étape-là, c'est toi qui m'as aidé à la traverser. Parce que moi, j'avais le même sentiment que toi, tu as eu à l'époque, de me sentir responsable pour autrui. Et c'est toi le premier qui m'a dit « Non mais
stop Lindsay. Personne ne va douter de ton intention quand tu as proposé tel projet ou que tu t'es lancé dans telle chose. Les gens ont agi en conscience avec eux-mêmes. Tu leur as tout donné, tu leur as tout expliqué, c'était très clair. Les gens ont agi par eux-mêmes. C'est toi qui me l'as dit. Attention, je t'ai parlé d'un échec que j'ai vécu, mais que j'ai très bien géré. Oui, non, mais en tout cas, ça a été le plus gros échec. Oui, mais ce que je veux dire... Et c'est pour ça que j'ai pu te donner ce conseil-là. Exactement. Mais donc, du coup, je vais plus loin dans ce cas-là. Remercions nos échecs. Oui, remercions nos échecs, c'est même pas... si c'est dur, évident. Même si ça impacte, même si ça blesse, même si ça oui, puis c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Forts. J'ai dit que de toute façon, ces échecs, c'est ceux qui nous font les plus grandir. Et donc, finalement, moi, ça a été le cas. Et revenons à ce que tu as dit. Comment ? Et tu m'as aidé. Ben, très bien, je suis très heureux. Et la réalité, c'est que dans ces échecs-là, les gens ne m'en veulent pas à moi, à titre personnel. Bien sûr. Mais ils prennent pas leur responsabilité quand même. Et pour moi, ça, c'est dur, parce que je suis quelqu'un d'ultra responsable. Donc finalement, même si ça rebondit, cette non-responsabilité sur autrui qui n'est pas moi, bah, c'est quand même pour moi un échec. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que je pense que l'un comme l'autre, les gens ne nous en veulent pas personnellement, mais c'est nous qui nous en voulons à nous-mêmes. Parce qu'on se sent responsable d'avoir étendu, par exemple, un projet ou une vision ou quelque chose. Oui, et puis en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des situations comme ça, quand on vit ces échecs, c'est que ça va nous impacter parce qu'on va considérer tel qu'on a pu le vivre chacun. Donc moi, en l'occurrence, puisque tu me posais la question. Et en fait, ce qui me chagrine avec le temps, c'est que le fait d'être... impacté par ça à une certaine mesure. Peut-être que, tu vois, moi, aujourd'hui, je l'ai très bien géré, je suis passé à autre chose, c'est pas sujet. Mais ça m'a quand même retenu de partager des bonnes choses par moment dans le futur, donc plus tard, par la suite, qui auraient pu apporter à ces gens-là. Par souci de, est-ce qu'ils sauront être responsables ce coup-ci et sauront gérer l'opportunité qui leur arrive. Et donc, du coup, bah, y a des opportunités que j'ai jamais partagées, que j'ai gardées bêtement pour moi. Pas bêtement, Pourquoi mais bêtement ? En tout cas, pour moi, parce que je ne pensais pas que les personnes étaient en capacité de l'accueillir ce coup-ci. Puisque c'était une réflexion éclairée, finalement. Est-ce que tu as des regrets ? Non, mais c'est dommage. J'ai pas de regrets. Pour qui ? Non, mais c'est dommage parce que le but, c'est de partager le bien. Oui, mais c'est dommage pour qui ? Je dirais pas pour eux. C'est dommage tout court. C'est une généralité, c'est dommage tout court, parce que ça veut dire que le monde est régi par les déceptions, et ces déceptions empêchent de partager l'amour, entre guillemets. J'exagère le trait, mais tu vois, l'idée, c'est de partager, c'est de donner, c'est que ça se fasse ou que ça se fasse pas, que ça marche ou ça marche pas. Chacun, après, prend ses décisions de manière éclairée et responsable. Mais c'est dommage, parce que du coup, ça pousse à des situations où on ne partage pas. Très bien. J'entends ce que tu dis. J'amène une perspective. Tu aurais très bien pu aussi proposer ce projet-là et que la personne ne te dise non, je ne me sens pas de m'investir dedans. Bien sûr. Donc au final... Bah, c'est OK. Ouais. Donc c'est non, mais si elle me dit non, c'est OK. Je ne demande pas qu'elle me dise oui ou non. Au même titre que peut-être que tu n'as pas proposé l'opportunité à cette personne-là et que ça a été une chance parce que de son côté, cette personne-là, si tu lui en avais parlé, elle se serait peut-être engagée dedans. Alors que peut-être que 2 semaines après, elle a eu une autre opportunité qui en fait était une révélation dans sa vie et qu'elle n'aurait pas pu saisir si tu lui avais dit. Mais peut-être que c'était celle que j'aurais pu lui dire. Peut-être pas. Peut-être que c'était une autre. Il faut aussi parfois faire confiance un peu et se dire que les choses sont bien faites et que si à ce moment-là, ton intuition t'a dit pas sur ce coup-là, et ben c'est que... C'est pas une question d'intuition, c'est une question de se retenir. Et finalement, quand tu es impacté, que tu as été éreinté par ces types d'échecs-là, je vais lier ça à de la perte, t'oses plus. Alors que pour autant, tu l'as fait aussi quelques fois où tu as eu des réussites incroyables. Et ça a, je vais redire éclaboussé, parce que je sais plus comment le dire autrement, mais impacté. Ça a éclaboussé tout le monde, ça a impacté tout le monde finalement, ces réussites. Donc tu vois, c'est ça le truc. Après, c'est pas parce que à un moment, toi, tu as tenté une aventure qui a réussi pour toi, que ta réussite ne peut pas impacter les autres aussi. Parce que tu es quelqu'un qui sait aussi très bien offrir aux autres, tu vois. Donc en soi, ne te dis pas que tu n'as pas aussi le droit d'avoir des réussites personnelles. Tu as aussi le droit d'avoir des réussites qui te sont personnelles. Oui, bah, c'est pas sujet. Enfin, je n'ai pas du tout senti je l'ai pas mis en confrontation du tout. Donc, oui. Merci beaucoup. Un plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Grandir par l'entrepreneuriat. Ciao! Ciao l'équipe, à très vite!